Établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte, EPFAM, il va falloir se souvenir de ce petit logo. Pour nous en parler ce matin, Yves-Michel Denard, directeur général donc de cet établissement, est avec nous pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, en gros, un bel anniversaire, parce que je crois qu'il y a eu un an là tout récemment. Oui, nous venons de fêter donc, notre premier anniversaire de l'établissement. Et wow. Ça fait, j'ai embêté les auditeurs et les lecteurs de France Mayotte et de Coésie pendant des années. On nous avait parlé d'un EPF, l'établissement public foncier. On l'a attendu, on nous l'a promis, on nous l'a rabâché, les visites ministérielles étaient là. Et on l'a eu, ça y est. Les 1 an sont fêtés, mais c'est pas un simple EPF, c'est un établissement public foncier et d'aménagement. Qu'est-ce que ça change ? Si vous voulez, donc la question, une des questions qui a été posée donc lors des différents travaux sur la mise en place de cet établissement public foncier a été donc la question s'est posée de savoir donc produire du foncier pour qui, pourquoi faire. Alors la simple production de foncier, on s'est rendu compte que sur Mayotte, il manquait peut-être d'opérateurs donc en matière d'aménagement. Donc la question a été donc de faire évoluer la structure, donc à l'instar de ce qui existait déjà un peu sur la Guyane, il y a un établissement public d'aménagement qui est un établissement public foncier d'aménagement aussi, et donc de créer le même type de structure sur Mayotte. Concrètement, à qui s'adresse l'établissement ? Alors, l'établissement est d'abord un partenaire des collectivités, on dira locales, territoriales. Donc, notre action en matière d'aménagement, surtout de produire du foncier à la fois pour le logement, mais aussi donc pour pour les activités économiques, pour la mise en place et réalisation d'équipements nécessaires donc à l'aménagement. Donc, je parlerai donc éventuellement de stations d'épuration. Dans le cadre de nos opérations, on peut amener à construire donc à la fois des réseaux de stations d'épuration. On n'a pas vocation à les gérer, donc on le remettra au prestataire, celui qui aujourd'hui est en charge de ces équipements. Mais c'est aussi donc pouvoir permettre donc aussi d'y installer des activités économiques. Il faut rajouter que nous avons aussi une autre casquette supplémentaire qui est celle d'établissement de SAFER, établissement d'aménagement, société d'aménagement foncier et d'établissement public, donc pour faire court, et qui intervient beaucoup sur la sphère agricole. Notre objectif est aussi d'accompagner les agriculteurs donc à acquérir ou à disposer de fonciers agricoles pour pouvoir exercer leur activité et aussi éventuellement donc, de contribuer à l'aménagement de ces territoires. Alors quand on dit SAFER, on parle d'un pouvoir qui est important, c'est le droit de préemption. Oui, ce droit de préemption n'est pas un droit donc automatique. Vous voulez, il y a toute une série de dispositions, il faut pouvoir l'installer, le mettre en place. Nous travaillons justement à l'installation, à l'instauration de ce droit de préemption agricole. L'objectif est donc de pouvoir d'une part permettre aux fonciers agricoles donc de garder sa vocation agricole, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point, de pouvoir essayer de jouer sur le prix du marché, de réguler les prix du marché. C'est-à-dire que demain, quand ce droit de préemption agricole sera donc instauré, nous aurons la possibilité, si les prix de vente nous paraissent beaucoup trop élevés, de préempter à des prix inférieurs. C'est un pouvoir important, mais c'est surtout pour le développement de la filière agricole. C'est-à-dire que c'est pas de l'expropriation, c'est pas du tout ça. C'est que quand une parcelle est en vente par un agriculteur, sur le rachat, vous êtes prioritaire. Nous sommes exactement prioritaires, mais à un prix, donc un prix qui soit un prix du marché. Oui, parce qu'on voit des aberrations à Mayotte. Moi, j'ai vu du mètre carré à 63 € en matière agricole. Quand en métropole, dites-moi si je me trompe, c'est plutôt entre 0,50 centimes et 1 € le mètre carré. Exactement, c'est bien ça. Si vous voulez, donc aujourd'hui, nous avons donc sommes rapprochés des notaires. Nous recevons donc aujourd'hui toutes les déclarations d'intention d'aliéner. Donc, c'est dès que quelqu'un veut vendre un terrain dans l'espace agricole, nous avons l'information. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc on a à peu près un prix moyen qui est autour de 25 €, donc une cinquantaine de parcelles mises en vente quand même depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'il y a quand même un marché qui existe à l'échelle locale. Il y a déjà 2 constats que nous pouvons faire. Donc là, le premier, s'agissant de petites parcelles, on a plutôt l'impression qu'il s'agit donc de parcelles destinées à la construction, à l'habitation, au logement, et pas forcément à l'exercice des activités agricoles. Et le deuxième point, c'est qu'on a une fourchette de prix qui varie en gros entre 2 €. On trouve du foncier agricole à 2 € à Mayotte et à 80 €. Donc ça nous fait un prix moyen donc de l'ordre de 22-25 €. Vous avez un rôle de régulation d'une certaine manière. Oui, on entend le jouer pleinement. J'essaye de prendre un exemple concret pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est que le PFAM. Je m'appelle Roukia Laadji, je suis maire de Chirongi. C'est un exemple réel en plus, avec l'intercommunalité du Sud. J'ai un projet de développement économique sur le territoire de ma commune. Je réfléchis, je me dis, j'ai pas l'ingénierie pour le faire. Je n'ai pas le foncier non plus. Je m'adresse à l'EPFAM. C'est exactement ce qui s'est produit. Et à partir de là, qu'est-ce que vous proposez à Roukia Laadji ?
Si vous voulez, donc, nous travaillons donc, avec la municipalité et la communauté de communes donc, du Sud qui est aujourd'hui compétente en matière donc, de développement économique. Nous avons conventionné avec eux et nous allons travailler donc, déjà sur le projet. L'objectif, aujourd'hui, c'est de déterminer ce que nous allons faire de cette zone d'abord et puis surtout savoir qui nous allons éventuellement accueillir ce territoire. Parce qu'en fonction des personnes susceptibles d'être accueillies, on aura donc une nature d'équipement, une taille de parcelle qui va donc varier, qui va donc évoluer. Donc l'objectif, c'est d'abord d'identifier le marché. C'est l'objet de la première réflexion qui est en cours. Une fois ce marché identifié, une fois donc la taille des parcelles donc éventuellement arrêtée, on va travailler sur l'aménagement de la zone, ce sera le deuxième temps. On va faire travailler donc des bureaux d'études justement sur le plan partie d'aménagement du secteur et nous allons entrer dans la phase donc, active donc, de travaux. L'objectif pour nous, cette opération, de pouvoir démarrer donc, le chantier, les travaux courant sur le deuxième semestre 2019, peut être assez précis, si on arrive déjà à acquérir le foncier, mais nous sommes en discussion aujourd'hui avec les propriétaires et ça semble être en bonne voie. La question sera de trouver un accord sur le prix du foncier. Aujourd'hui, ils sont vendeurs. Donc c'est déjà un premier point, ça peut simplifier un peu les choses. Donc, et une fois que le foncier sera aménagé, ce sera de proposer donc, aux entreprises qui avaient déjà été sollicitées, de leur permettre d'acquérir ce foncier. Notre objectif, c'est de vendre le foncier au prix coûtant, donc au meilleur prix pour les entreprises, en tenant compte éventuellement des aides que nous pourrions obtenir donc, pour l'aménagement et l'équipement de ce foncier, mais vraiment de leur permettre l'installation des entreprises. On sait que le pouvoir d'achat de certaines entreprises n'est quand même pas très élevé donc ici sur le territoire. Ce que j'aime dans votre démarche, c'est qu'elle est dans le développement durable. Elle s'inscrit dans le développement durable. Vous vous implantez pas à un endroit avec le doigt au vent en disant tiens là c'est pas mal, c'est plat. Non, vous cherchez une configuration de terrain, d'équipement, d'aménagement qui soit optimale pour que ça serve au mieux les intérêts économiques et l'intérêt général de l'île ou des collectivités. Exactement. Donc c'est vrai que nous sommes, on parle de développement, donc d'aménagement et de développement du territoire de Mayotte. Nous considérons qu'aujourd'hui, donc la richesse de l'île, sont ses atouts naturels, c'est sa biodiversité, sa faune, sa flore. Donc l'objectif pour nous dans notre démarche, c'est d'essayer de lutter contre l'étalement urbain, déjà le premier point. Donc d'essayer de refaire ville sur la ville elle-même, de reconquérir une partie des espaces donc déjà squattés, utilisés, voire abîmés, je dirais, mais surtout aussi, j'utilisais le terme de rentabilité des équipements. Donc c'est-à-dire qu'il faut que les équipements qui soient réalisés soient rentables et donc utilisés du mieux possible et par le maximum donc éventuellement donc chez l'utilisateur. Donc l'objectif donc c'est vrai pour nous donc c'est le parti développement durable donc c'est d'essayer de sortir d'une logique d'opportunité foncière. Ce n'est pas parce qu'il y a un terrain qui est à vendre quelque part qu'on va forcément l'acheter pour dire qu'on va y construire. Si ça ne fait pas ville, si ça ne fait pas l'urbain, nous n'interviendrons pas à ce niveau-là. Alors on s'est déjà rencontrés, on a déjà discuté pour essayer de comprendre, parce que c'est un sujet quand même relativement compliqué, mais il y a un domaine qui m'a véritablement, ça me donne la chair de poule encore d'ailleurs, c'est l'autoconstruction. Oui. Alors, si vous voulez, donc nous sommes partis du constat qui est un peu le suivant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu donc des revenus des Mahorais, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas éligibles au dispositif classique de construction. Que ce soit donc construire par intermédiaire donc d'un tiers une entreprise donc locale, que ce soit donc par intermédiaire du logement social, ils n'ont pas les moyens forcément donc de payer un loyer donc régulièrement, ce qui fait que nous laissons de côté une partie de la population. Alors, par force de ce constat, donc et à partir de l'expérience antérieure que j'ai pu avoir sur d'autres territoires, nous sommes posés la question de savoir dans quelle mesure on pourrait agir, accompagner ces personnes au travers d'une opération d'autoconstruction encadrée. C'est-à-dire qu'on ne construit pas n'importe comment et n'importe quoi, avec des objectifs pour nous qui sont les deux objectifs principaux, c'est celui de la sécurité, celui de la salubrité, et donc des bâtiments. La question du confort est une question, on dira, secondaire, qui pourrait venir par la suite, mais vraiment leur permettre donc de disposer d'un toit de bâtiments clos et couverts, au sein desquels ils peuvent habiter. Alors, c'est vrai qu'il s'agit pour nous donc non pas d'avoir des constructions qui traînent un peu dans le temps en termes de réalisation, donc c'est de voir dans quelle mesure le dispositif constructif qu'on peut élaborer, mettre en place, avec malgré tout une partie des prestations réalisées en entreprise, surtout les parties les plus techniques, par rapport aux différentes solutions que nous pourrons être amenés à
Oui. à réaliser. Comme pour l'électricité, il y a le consuel, il faut que ce soit un artisan agréé pour que ce soit validé. Voilà, exactement. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment pas qu'il y ait des installations un petit peu de fortune, hein. C'est vraiment que toutes les règles techniques soient quand même globalement respectées. Donc on va avoir donc des questions concernant la structure du bâtiment elle-même, qu'il soit en béton, en métal ou autre en bois. Ça peut être passé par des entreprises donc, un peu agréées qui ont le savoir-faire, l'expertise technique, et que les personnes qui participeront à l'action de construire pourront peut-être acquérir et pourront peut-être par la suite, pourquoi pas, en faire un métier. C'est partie des pistes aussi que nous recherchons. Mais c'est vraiment d'être présent, de les accompagner tout au long, d'être présent sur le chantier, de vérifier les modes de faire, les façons de faire. Alors ce type de chantier, donc généralement on va essayer de le faire de façon un petit peu solidaire aussi. Donc c'est soit c'est plus un groupe de personnes qui devraient être éventuellement relogées, qui pourraient être qui sont concernées par ces constructions, qui pourraient construire ensemble. Et puis on construit la première et ensemble on va construire la seconde, celle du voisin, et puis ainsi de suite. C'est un peu le type de disposition que nous essayons de mettre en place. Mais je crois que c'est déjà été une pratique déjà utilisée donc ici sur Mayotte. Simplement pour nous, c'est de l'encadrer, de faire en sorte que les règles techniques soient un peu respectées. Alors, on est dans de l'économie sociale et solidaire, mais aussi dans de l'économie circulaire, parce que les matériaux que vous allez proposer pour la construction ne seront que mahorais. Voilà, c'est un peu l'objectif que nous essayons de faire. Ça nous permettra donc de faire ressortir, peut-être de relancer certaines filières locales. Donc on va essayer de trouver des techniques simples, parce qu'on sait que dans le coût d'une construction, des coûts importants, c'est des matériaux. Donc surtout des matériaux importés. Donc quel type de matériaux on peut essayer d'utiliser? Il y a eu des pratiques qui ont existé ici. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être une mauvaise idée qui est de penser que le mode de construction à la métropolitaine, dirons-nous, c'est le meilleur mode et que c'est ce qu'on vient de mettre en place. On assiste aujourd'hui à des maisons qui ne sont pas complètement finies, avec des règles de l'art qui ne sont pas toujours respectées, et qui fait qu'aujourd'hui, donc, on a pu avoir, on peut s'en rendre compte au travers des séismes qu'on a connus, qu'on continue de connaître toujours, c'est que au niveau technique, donc certaines constructions résistent moins bien que d'autres. Simplement, on peut dire qu'avec les matériaux classiques traditionnels, et dans beaucoup de territoires, on y revient, hein. On reparle de torchis, il y a des expériences qui se font à ce niveau-là sur d'autres territoires. C'est une façon, quelque part, de retrouver l'identité mahoraise et quelque part aussi d'attirer l'extérieur vers nos territoires. Nous sommes convaincus que ce type de structure alors, il faut traiter, il y a un aspect à traiter, celui de la sécurité donc des constructions, des bâtiments, qu'on va intégrer aussi, je crois qu'il y a un certain nombre de pratiques qui ont existé, qu'on pourrait relancer et qui permettraient de relancer l'économie un peu locale. Ça peut être le bois, la briqueterie, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. On a des murs donc, avec grillagés, avec un système de remplissage en pierre, avec des enduits, donc qui peut être fait des enduits à partir de mélange terre-ciment, donc qui permettront d'assurer l'étanchéité et conférer une certaine solidité au bâtiment. Je fais un résumé. Excusez-moi, Dom, hein, j'occupe la parole. C'est tellement intéressant. Mais pour que chacun comprenne bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément les moyens d'acquérir un logement, d'être propriétaire. Vous avez monté une opération, vous faites de la parcellisation, c'est-à-dire vous viabilisez des terrains. Et je me rapproche de vous, on monte un dossier et je vais construire moi-même, tout en étant encadré, épaulé, aidé, ma propre maison avec des amis, des gens du quartier, pour aller jusqu'au bout. Voilà, et ça va coûter beaucoup moins cher. C'est à peu près cela. Donc, si vous voulez, vous avez quand même des dispositifs qui existent aujourd'hui, d'accompagnement qui existent, qu'on appelle au travers des LAS ou LATS aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de pouvoir utiliser un peu une partie de cette somme pour pouvoir loger, acheter les matériaux. Ça va se poser quand même la question d'une partie de l'acquisition, l'achat d'une partie des matériaux, de financer les premières interventions des entreprises. Et c'est avec ce dispositif d'aide existant, qui existe déjà aujourd'hui, qu'on essayons d'accompagner demain celui qui souhaite, qui n'a pas les moyens financiers, parce que ça bien entendu sous condition de ressources, celui qui a des moyens, donc il peut être logé différemment, il ne sera pas traité, accompagné prioritairement dans le cadre de notre dispositif, sauf si éventuellement, il occupe aujourd'hui une parcelle qui nous intéresse demain pour l'aménagement et que nous serons donc amenés à déplacer. Le dernier point, c'est surtout ce que nous voulons travailler vraiment dans un souci de mixité sociale et fonctionnelle dans le cadre des quartiers que nous allons aménager. Donc, c'est-à-dire permettre à tout le monde de pouvoir vivre ensemble. Entendons-nous bien, vous n'êtes pas contre le logement social traditionnel, c'est-à-dire l'immeuble à 2 ou 3 étages. Vous dites simplement que c'est pas forcément la seule solution adaptée pour Mayotte, qu'il y en a d'autres et qu'il faut les envisager. Exactement, parce que c'est vraiment tenir compte du contexte financier des familles qui ne sont pas éligibles à ce type de logement. Mais une partie du foncier que nous allons équiper est destinée au logement social.
Rapidement, moi j'ai vu tout à l'heure, donc une mairie peut faire appel à vous. On vient de le voir à l'instant, des particuliers peuvent faire appel à vous. Est-ce qu'une association peut faire appel à vous? On a beaucoup d'associations, d'écoles privées qui, avec le temps, deviennent aussi centres de loisirs, mais qui, malheureusement, n'ont pour seule offre que des maisons transformées en écoles. Est-ce que ces gens-là peuvent faire appel à vous? Oui, si vous voulez, quand on parle d'aménagement, je parlais donc tout à l'heure de mixité fonctionnelle. Il est vrai que dans le cadre de nos opérations, on aura du logement, on aura des activités économiques, on peut avoir des bureaux, on peut avoir donc des administrations, mais on a aussi du scolaire. Le scolaire, c'est toutes ses formes, qu'il soit privé ou public. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, donc il y a des besoins en matière donc d'équipement scolaire. Je pense qu'il y aura quand même le cadre de plan d'installation de bâtiments, puisque nous travaillons parallèlement avec donc le vice-rectorat sur l'implantation donc de lycées et collèges aujourd'hui. Demain, on sera peut-être que nous interviendrons donc au niveau des écoles primaires. Donc il y aura peut-être une petite priorité donnée au public quand même malgré tout, mais tout le monde sera éligible, donc au foncier peut accéder au foncier que nous allons équiper. Comment on se rapproche de vous? Comment on vous contacte? Alors, si vous voulez, donc aujourd'hui, ce sera peut-être un peu tôt, parce que les premières opérations sont malgré tout à l'étude, mais je pense que dès qu'on verra plus clair en matière d'aménagement, donc je pense on dira fin d'année, milieu du premier semestre 2019, oui, on pourra commencer à commercialiser, à parler donc des opérations que nous allons lancer, initier, et pouvoir donc regarder sous quelle forme, comment on va pouvoir lancer la commercialisation de ces opérations. Donc, on fera des appels à projets. Il y aura donc, je pense qu'on mettra en place un site dédié qui permettront à chacun de se positionner en fonction des opérations qui vont avancer. Alors, vous avez 1 an. Vous venez juste de fêter votre premier anniversaire et on vous met sur les épaules quelque chose d'extraordinaire pour Mayotte. C'est-à-dire que la ministre de l'Outre-mer, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, vous ont chargé d'une mission extraordinaire, c'est de mettre en place, d'organiser, de structurer, de voir la stratégie de l'opération d'intérêt national annoncée par le Premier ministre. Oui, donc c'est vrai qu'il s'agit d'une opération qui est un peu, on parle d'opération d'intérêt national, donc c'est bien pour montrer que l'État a un intérêt particulier dans le développement donc, du territoire et que cette mission a été confiée au président de l'établissement. Alors il s'avère que le président a un passé donc en tant qu'aménageur, donc j'ai intervenu sur ce type d'opération et c'est vrai que c'est aussi pour profiter quelque part de son expérience. Et wow. En tout cas, c'est l'EPFAM, on vous rappelle, l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Michel Donard, donc directeur général, qui est venu nous en parler. Merci Yves Michel, pardon. Merci à vous. Vous repasserez régulièrement écoutez, parce qu'on aura vraiment besoin de communication. Là. Je suis à votre disposition, donc c'est vrai que nous n'avons pas communiqué au cours de cette première année parce qu'on préférait parler de choses que nous avons déjà faites plutôt que de parler de promesses. En temps et en heure, projet par projet, vous venez nous en parler. On vous accompagnera en tout cas sur ce coup-là. Quelque chose à rajouter rapidement, Sam? Juste une précision. C'est tout bon. Ce ne sont pas des fonctionnaires qui travaillent au service du développement de Mayotte. C'est un établissement public, certes, mais autonome. Exactement. Donc l'ensemble du personnel est sous contrat. Donc avec pour moi les objectifs. Donc nous avons régulièrement donc chaque semaine un point donc pour faire travailler sur l'avancement de nos dossiers. C'est vrai que j'ai une équipe qui travaille énormément au service du territoire et qui est très motivée. Donc je pense que là, c'est l'intérêt, c'est la force de l'établissement, c'est la motivation de son personnel qui fait qu'il y a une volonté de faire vite. 13 personnes à l'EPFAM, 8 Mahorais embauchés. Et wow. Bon, je crois que c'est important, il me semble aussi. La première page d'une nouvelle vie pour Mayotte qui s'annonce, en tout cas avec cet organisme foncier. On en parle souvent du foncier, c'est vrai que c'est le gros problème de Mayotte. C'est le nerf de la guerre. Mais tout à fait. Merci en tout cas Yves Michel Donard. Allez, tout de suite, c'est la fin de ce temps de parole.